Lorsque la fin de la vie s'approche, peut-être qu'on devrait la regarder avec un peu de hauteur. Savez-vous quand est-ce que la vie est très active pour nous? C'est quand on est jeune. Dans les 15 premières années de la vie, on se demande qui on est et progressivement, à force d'expériences, de rencontres, papa, maman, mes frères, mes sœurs, mes collègues, les amis du sport, les amis de la musique, les amis du voyage. Et tranquillement et de façon rapide, je suis en train de définir qui je suis, de trouver mon identité. Et cette identité, elle se met à changer assez rapidement. Et si on me voit à 2 ans d'intervalle, je ne suis plus tout à fait le même. Et voilà que je rentre dans la vie professionnelle et j'ai maintenant une vie qui est très réglée, une maison qui est toujours la même, quelques enfants, je m'occupe de ma vie courante et mon identité est devenue comme beaucoup plus fixe. Et dans une grande partie de ma vie adulte, je suis devenu comme si j'étais immortel. Je ne pense pas beaucoup qu'en fait, beaucoup de ce que je suis vient de ce qui m'a été donné. Je me comporte un peu comme si j'étais un self-made man, fait par moi-même. Et je ne reconnais pas très bien que derrière moi, je suis récipiendaire d'une générosité avec de multiples visages. Et puis voilà tout à coup que la maladie arrive. C'est un tremblement de terre. Cette maladie arrive tellement violemment qu'elle me secoue d'une façon importante, tellement importante, que mon identité, qui était si commode et si solide, devient brassée. D'abord, je ne me reconnais plus. Quand je regarde dans le miroir, je suis jaune, j'ai plus tout à fait le même visage, j'ai des poches en dessous des yeux. Deuxièmement, je n'ai plus le métier que je faisais qui me confortait à l'intérieur de l'utilité que j'avais. Troisièmement, les rencontres deviennent plus difficiles. Georges est venu te voir cet après-midi, mais tu dormais. Je lui ai offert un café. Il a pris le café, puis une demi-heure après, il est reparti disant qu'il reviendrait. J'aurais voulu voir Georges, mais maintenant, tout à coup, c'est devenu plus difficile. Et puis enfin, il y a plein de choses qui sortent de ma vie, que j'ai maintenant le temps d'entendre. Des choses qui ont été mal finies, mal bâclées, mal organisées, dans lequel je me sens un peu coupable. Et en bout de ligne, je ne suis plus tout à fait sûr que les choix que j'ai faits étaient tous des bons choix. En fait, il y a des mauvais choix qui viennent me tirer la nuit dans mon souvenir et je me dis, mon Dieu, je ne m'étais pas rendu compte, j'aurais dû faire autrement, je ne savais pas. Et puis, la médecine palliative commence à s'occuper de moi parce que je suis vraiment en fin de vie et la médecine palliative vient m'offrir un lieu où quelqu'un a une oreille pour m'entendre. Et quand l'oreille s'ouvre, la parole peut sortir. Et voilà que la parole se met à se dire. Et elle se raconte. Et elle raconte sa vie. Et elle réinterprète des choses. Et elle me raconte comment tel épisode, quand elle avait 30 ans, a permis de vivre aujourd'hui ce que je suis en train de vivre. Elle est en train, grâce à un monde relationnel qui s'est établi entre sa famille, ses proches, les bénévoles autour de lui, beaucoup les bénévoles, puis aussi les soignants, dans la mesure où ils ont du temps. Et je pense que vous constatez que ce qu'elle est en train de faire, cette personne, c'est d'aller au bout de sa réelle identité. Voilà que de nouveau, son identité bouge rapidement. Voilà que de nouveau, il y a des questions identitaires importantes, des incertitudes identitaires, qui quelquefois amènent aussi un peu d'angoisse. Et donc beaucoup le besoin de parler et d'échanger, et de voir ce rassurant miroir d'humanité qui est dans l'œil de celui qui m'écoute. Et je suis avec lui en train de devenir moi-même, et de devenir moi-même autrement que je n'ai jamais été.
un monsieur qui vend de la bière en Abitibi, en Gaspésie, prend son gros camion tous les matins, il est plein de bouteilles de bière, et il descend à la Matapédia, et il livre les caisses de bière de club à club, à dépanneur, Et puis le vendredi, quand il a terminé, il remonte vers son lieu, hein, et il va passer la fin de semaine avec sa conjointe, sa troisième conjointe, qui ne serait pas avec lui s'il n'était pas parti 3 jours, 4 jours semaine, parce que quand il prend de la bière, lui, il est violent. Et donc ce couple est un couple qui va mal. Il conduit, il fume comme un engin. Et quand j'ai fait sa connaissance à l'hôpital Notre-Dame, il était tout à fait en fin de vie d'un cancer du poumon. Il avait eu une vie difficile, il était très souffrant, et au bout d'une dizaine de jours, le voilà rendu confortable. Sa blonde vient le voir tous les après-midi. Et un samedi, ils sont tous les deux debout au pied du lit, et lui, les bénévoles ont mis des ballons et des fleurs dans la chambre, et lui est en train de marier sa blonde et de lui dire « c'est toi ». Et elle qui a toujours voulu entendre ce « c'est toi », entend tout d'un coup des mots inespérés, même si ces mots viennent d'un monsieur qui n'était pas que simple. J'ai regardé le visage de cet homme parce que j'étais là, et j'ai vu quelqu'un qui rayonnait d'une lumière qu'il ne connaissait pas. Il était allé au-delà de lui-même. Il avait posé un geste qui était plus grand que ce qu'il croyait pouvoir faire. Il venait de récupérer une dignité qui était sa propre dignité d'une façon nouvelle. Ne s'était-il pas préparé à partir? Bien sûr. Il est parti ce soir-là. Je crois que c'est une grande victoire du relationnel, du retour du relationnel en soins palliatifs. Mais j'ai décidé ce soir de vous amener, si vous le voulez bien avec moi, au plus concret de notre expérience de fin de vie. Et pas seulement dans les expériences qui marchent bien, parce qu'il y a aussi des expériences qui ne marchent pas bien, et elles nous posent question. Et voilà ce monsieur qui est dans son lit, il regarde le mur, il ne parle à personne, il tire le drap sur sa tête, tu rentres dans la chambre, il ne veut pas te parler. Tu t'assois, tu lui demandes comment ça va, il dit allez-vous-en. Il n'y a pas de relation possible. Il est comme déçu, il a perdu toute confiance dans le présent et dans le futur. Il sollicite notre aide, mais on ne sait pas très bien comment. C'est une plotte d'épines. Tu n'arrives pas facilement à t'approcher de lui. La première chose, c'est de le rendre confortable physiquement. Mais voilà, c'est fait. Mais psychologiquement, il est toujours dans une pièce noire dont il ne veut pas sortir. Comment s'y prendre? Comment faire? Tous les mots que j'essaie de lui dire sont comme mal interprétés. Le langage est une trahison. Et si je reste près de lui, le silence est pesant. Et le silence est lourd. Et je ne sais plus très bien quoi faire. Et là, nous avons l'obligation, soit d'utiliser de la créativité relationnelle et de dire « je reste et je cogne à la porte », en tout respect pour ce qu'il est, sans le forcer à quoi que ce soit, ou je vais essayer de trouver quelque chose qui va le dérouter, un chemin qui va passer par où il n'est jamais passé. Et je voudrais expérimenter avec vous ce chemin. C'est un chemin, ce n'est pas une magie. Il y a beaucoup d'autres chemins. Il s'agit de laisser notre cœur inventer un relationnel qui est approprié à cette personne-là. Ça, c'est un tambour.
Vous avez probablement reconnu le bruit de la mer. Ce bruit de la mer, voilà qu'il remplit un espace qui est piégé. Ce bruit de la mer, voilà qu'il m'évite d'utiliser des mots. Ces mots sont piégés. Alors j'ai laissé faire les mots et j'ai laissé entrer les vagues. Le tambour est sur son lit et avec ses propres mains, il peut faire le rythme qu'il souhaite. Et voilà qu'après quelques minutes, le silence n'est plus aussi lourd et qu'un petit chemin de communication, passant par d'autres sujets que celui qu'il ne voulait pas aborder, vient m'ouvrir une petite porte. Une petite porte où je peux être avec lui vraiment, l'écoutant vraiment, le jugeant nullement, ayant trouvé un chemin qui n'est pas magique, mais qui véhicule mon implication. Vous savez quoi? Lorsque vous étiez dans le ventre de maman, vous entendiez « pouch, pouch, pouch ». C'était le bruit du sang dans le placenta. Vous étiez merveilleusement flottant, à la bonne température, une relation intime avec elle, une communication qui se fait par des moyens magiques et presque mystérieux, mais tellement intenses, que vous avez gardé un souvenir immortel de ce moment, que vous avez dû quitter pour apprendre à respirer. Et peut-être qu'avant une nouvelle naissance, on se retrouve sensible à cette réalité ontologique primaire que nous avons perdu de vue dans notre vie de bien portant. Et je pense pour ma part que cette sensibilité que nous avons au bruit régulier de la mer, il est ancré à l'intérieur de notre expérience primaire de vie. Et je pense que c'est pour ça que cet instrument va devenir un instrument très utile et très commode dans de nombreuses situations. Voilà que nous ne passons pas par le chemin de l'intelligence, de la science. Nous passons par le chemin de notre croissance. Et nous essayons de faire de ce moment de partage avec lui un élément où il va se retrouver. Et voilà qu'il raconte ce qui monte à la surface. Il redécouvre des éléments de son histoire intime, surtout ceux qui lui faisaient mal. Il a des mots qui touchent une dynamique très profonde, une dynamique identitaire, une dynamique blessée, mais pas seulement une dynamique blessée, une dynamique qui s'est battue, une dynamique qui a été courageuse, une dynamique qui a cru que cela était un bon chemin et qui aujourd'hui voit que ce chemin était peut-être pas aussi bon et qui voudrait bien trouver un petit espace pour aller au-delà, pour se faire entendre au-delà, qui veut tester, qui veut demander, qui veut redevenir lui-même, qui veut se redécouvrir dans la pupille de celui qui est devant lui. C'est une expérience de conversation à marée basse. Quand l'eau se retire, vous savez, le paysage change. Les rochers apparaissent, des algues apparaissent, des rivières apparaissent. La dynamique n'est plus tout à fait la même. Dans cette première partie, je finis dans 7 minutes. Dans cette première partie, je voulais vous sensibiliser au fait que l'accompagnement, surtout lorsqu'il est difficile, va exiger de nous des trésors d'inventivité que votre cœur saura trouver si vous le laissez parler. Il ne s'agit pas d'inventer des recettes. Il s'agit d'être soi-même présent le plus intensément et le plus simplement possible, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour le bien de celui qui est devant nous. Et au service de celui qui est devant nous, d'entendre le tremblement de la petite chambre dans laquelle ma propre souffrance habite et qui résonne à la souffrance de ce monsieur, de cette madame. Et
Et voilà qu'entre nous, quelque chose va se mettre à bouger. Je vais vous amener, si vous voulez bien, avec moi dans une chambre de malade. Je vais rencontrer un Vietnamien qui était un bouddhiste qui meurt d'un cancer généralisé. Il est arrivé depuis une dizaine de jours à l'unité de soins palliatifs en mauvais état, ayant considérablement maigri, incapable de manger. Il n'est pas toujours cohérent dans son discours, mais aujourd'hui, il me parle assez bien. Sa famille est absente, je suis tout seul avec lui. « Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Vinet, je viens vous voir, je viens vérifier que la douleur, ça va bien, que vous vous sentez mieux, et vous dire aussi que c'est moi qui serai responsable de vous pour les prochains jours. C'est ma semaine qui commence aujourd'hui. » Je prends une chaise, je m'assois au bord du lit, je le regarde recroquevillé, et suivent une dizaine de minutes de conversation sur sa maladie. La maladie, c'est toujours la première chose qui nous réunit. C'est ça qui l'a amené à l'hôpital. « Regarde, docteur, ma maladie. » Mais derrière ce malade, il est là, et il sait bien que je ne ferai rien pour la maladie. Il attend que je fasse quelque chose pour le malade. Il contrôle bien sa pensée, il me parle un peu de lui-même. Et puis cette conversation se poursuivant, je prends sa main et je lui dis « Ah, vous avez un langage d'érudit. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? » Depuis quelques années, j'étais maître d'hôtel dans un grand hôtel de Montréal. J'aborde avec lui le spirituel. « Vous êtes bouddhiste, je crois. »« Oui. »« Est-ce que cet aspect est important pour vous? »« Oh, je suis bouddhiste, mais vous savez, je ne pratique pas depuis bien des années. »« Est-ce que les soins que vous recevez respectent vos valeurs? » ?»« Oui. Mais il faudra qu'on parle de ce qu'il faut faire si je meurs. Au Vietnam, on a des coutumes particulières. Mes enfants vous diront qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la paix dans votre cœur? Oui, c'est la paix maintenant. Ça a été difficile, j'ai été très en colère. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais jamais préparé à partir un jour. Êtes-vous inquiet de quelque chose? J'ai peur de mourir. Et j'ai eu si mal depuis 2 mois. Ça ne fait que depuis 6 jours, depuis que je suis ici, que ma douleur est mieux contrôlée, qu'elle devient supportable, mais j'ai toujours peur qu'elle revienne. Alors, vous savez, nous pouvons encore vous aider pour ça. Nous savons quoi faire. Êtes-vous inquiet d'autre chose? Je suis inquiet pour ma famille. Sauront-ils se débrouiller sans moi? Ils ont encore besoin de vous? Oh oui. Vous savez, je les ai toujours entourés et guidés, mais mon épouse ne parle que le vietnamien. Heureusement, les jeunes sont en bonne voie d'intégration et ils vont l'aider. Est-ce que le bon Dieu est important pour vous? Long silence. Oui, Dieu est important pour moi. Et tout à coup, il commence un long récit de sa vie, comme dans la foulée naturelle de la conversation qui précédait, et pourtant infiniment différente. Il raconte sa jeunesse heureuse au nord du Vietnam, dans une famille pauvre. À 14 ans, son village est détruit par des bombes. Il perd ses parents et ses 3 frères aînés. Il ne reste rien, ni personne. Les orphelins comme lui et les vieux sont regroupés à Saigon, et maintenant il loge seul dans un petit minuscule réduit chez une logeuse qui tient un restaurant. Il travaille comme serveur, met du cœur à l'ouvrage et est apprécié pour son application responsable. Mais il n'est pas payé beaucoup et il dépense tout ce qu'il gagne pour soutenir son quotidien et ça le décourage. Le monde de lui a tellement changé, autour de lui a tellement changé. Les Occidentaux occupent beaucoup de place et représentent à la fois une opportunité et des dangers mortels. Ils véhiculent un choc de culture constant. Il ne reconnaît plus ni sa vie, ni son pays. Ses camarades de classe, ses anciens amis, sont ses seules connaissances à Saigon. Ils vont au bordel, ils boivent et ils se battent. Et il me dit, toute la dignité de notre vie avait sombré. Personne, famille, État,
tout allait à l'eau. La vie humaine n'avait plus de valeur. Je ne savais plus où aller. Et il se met à pleurer, puis il dit avec émotion, « Alors j'ai crié, « Dieu, si tu es Dieu, montre-moi le chemin. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis senti immédiatement entendu. J'ai ressenti une paix qui depuis ne s'est jamais retirée loin de moi. Le lendemain, je suis passé devant la librairie de Saïgon et dans la vitrine, j'ai vu un livre de recettes françaises abondamment illustré et qui me faisait signe. Le soir même, j'ai reçu un pourboire généreux d'un client militaire canadien. J'ai immédiatement déposé un peu d'argent à la librairie pour garder le livre que j'ai fini par acheter. Et ce fut le début de ma carrière, comme cuisinier, d'abord à Saïgon, puis au Laos, à l'ambassade du Canada, et puis je faisais des plats français, tout le monde aimait ça. Je me suis retrouvé finalement émigré au Canada, avec ma femme, parce que je me suis marié là-bas, et j'ai eu 6 enfants. Et maintenant, je suis maître d'hôtel dans un grand hôtel de Montréal. Êtes-vous content de ce changement? Oh oui, c'était une chance inouïe. Ça m'a permis de faire venir presque toute ma famille du Vietnam. Alors le bon Dieu a tenu ses promesses à votre endroit? Il a répondu à votre appel? Oui. Avez-vous gardé contact avec lui? Contact avec lui? Ben oui, je lui parle souvent. Je reste proche de lui par le souci d'aider les autres, par le souci de faire que la dignité des autres soit possible. Il a répondu à mes demandes par des tas de petits événements où je l'ai reconnu. Ah, bien sûr, ce n'était pas dans le cadre de notre religion traditionnelle. Et pourtant, quelque part en moi, c'est bien en congruence avec elle. Et maintenant, maintenant, avec la diminution, la solitude, la mort en vue, je me sens abandonné. Pourquoi vous sentir abandonné maintenant? Dieu, pour vous, n'a-t-il pas été révélé dans les crises? Oui, ça a été le Dieu des crises, puis le Dieu de la vie qui coule. Voyez-vous des signes récents de sa sollicitude? Long silence. Vous, aujourd'hui, cet hôpital, cette chambre, merci. Dieu m'a protégé, mais pourquoi moi? Étendra-t-il sa bénédiction vers ceux de ma famille? Dieu les protégera-t-il? Je lui demande. Avez-vous confiance? Oui. Il devient paisible, il s'endort, et je le quitte après avoir prié quelques minutes sur lui. Je sais que tout cela est beaucoup plus rapide que la vraie vie, et que par conséquent, vous ne pouvez voir qu'une petite partie de tout ce qui se déroule dans cette conversation. Mais je peux vous dire que pour moi, sa culpabilité est devenue un abandon de la confiance. Son indignité a été transformée par l'expérience de recréation, par le relationnel établi avec lui. Que l'incapacité de faire est devenue un abandon serein de l'activisme. Que la perte de sens a laissé l'apparition d'un nouveau sens, et peut-être d'espérance avec un grand E. Que son état d'homme désemparé a laissé place à une nouvelle efficacité. Que son identité a continué de fleurir comme une identité qui n'était pas terminée. Et même dans la faiblesse, il y avait quelque chose d'infiniment beau dans cette aventure humaine, que de ne pouvoir pas faire autrement que de me toucher au cœur. Pourquoi toucher au cœur? Parce que tout geste de soin est une rencontre, et qu'il n'y a pas de rencontre si on n'ouvre pas cette petite chambre de notre cœur. Et si on n'a pas le courage de faire quelques pas, même avec celui qui veut fermer la porte, même avec celui qui prétend ne pas te voir,
et qui est tellement enfermé dans un monde étroit qu'il te demande de trouver des moyens de le rejoindre sans le juger et au-delà des pièges qu'il a lui-même tendus. Je vous remercie de votre patience.